On a tous une marque française disparue qui nous serre un peu le cœur quand on y repense. Des logos oubliés, des voitures qu'on croisait sur toutes les routes, et qui aujourd'hui ne subsistent plus qu'à travers quelques photos jaunies ou les souvenirs d'un vieux mécano. Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir ensemble 5 constructeurs français qui ont marqué leur époque avant de disparaître. Installez-vous, on démarre tout de suite avec le numéro 5. Numéro 5, De Dion-Bouton, moteur à vapeur, 1883 à 1932. Pendant un court instant, De Dion-Bouton a été le plus grand constructeur automobile du monde en termes de moteurs vendus. L'histoire commence en 1883, à une époque où les chevaux tirent encore pari. Un aristocrate passionné, le comte Jules-Albert de Dion, s'associe à 2 ingénieurs de génie, Georges Bouton et Charles-Armand Trépardou. Leur idée ? Remplacer la traction animale par la vapeur. Leur premier tricycle à vapeur date de cette année-là. Et quelques années plus tard, ils inventent même parmi les tout premiers tracteurs routiers capables de tracter de lourdes charges et semi-remorques. On est littéralement à l'aube de l'automobile. Mais rapidement, la vapeur montre ses limites. En 1893, une dispute éclate. Trépardou, fidèle à la vapeur, quitte le navire. De Dion et Bouton, eux, misent tout sur un pari fou, le moteur à explosion. Et c'est là que la légende démarre vraiment. En 1895, ils sortent un monocylindre révolutionnaire plus fiable. Leur tricycle à essence devient une star, et De Dion-Bouton commence à vendre ses moteurs à d'autres marques. Delage, Renault, Latil, tout le monde s'équipe chez eux. En 1900, De Dion-Bouton produit plus de 400 voitures et 3200 moteurs. Pique en 1904 avec 40 000 moteurs au total. C'est simple, à la belle époque, De Dion-Bouton, c'est le Tesla, le Toyota et le Google réunis. Leur secret ? L'innovation permanente. Ils inventent le pont de Dion, cette suspension arrière ingénieuse qu'on retrouvera plus tard sur les voitures de compétition. Ils participent à des courses, à des expositions, publient des cartes routières pour démocratiser le voyage en automobile. Et en 1910, ils osent même un moteur V8, le premier V8 en production de masse. Le tout avec une élégance à la française. Alors, comment une marque aussi brillante a-t-elle pu disparaître ? D'abord, parce qu'elle n'a pas su changer d'époque. Après la Première Guerre mondiale, le marché automobile s'industrialise à vitesse grand V. Peugeot et Renault produisent à grande échelle. De Dion-Bouton, elle, reste artisanale. Ces voitures sont chères, luxueuses, fabriquées presque à la main. Un choix noble qui reste suicidaire face à la montée des voitures populaires. Ensuite, la marque peine à se renouveler. Son public vieillit, ses modèles restent lourds, et la concurrence s'adapte mieux aux attentes d'une clientèle qui veut des voitures simples, fiables et abordables. Et quand la crise de 1929 frappe, c'est le coup de grâce. En 1932, De Dion-Bouton cesse la production de voitures particulières, continuant les utilitaires jusqu'en 1950. Elle se replie sur les utilitaires, les moteurs, les autorails, et finit par s'éteindre lentement comme une flamme qui refuse de mourir. Le dernier camion De Dion-Bouton sortira en 1950. Chaque fois que vous entendez parler d'un pont de Dion, d'un V8 ou de la première voiture de série française, souvenez-vous de ce trio visionnaire de puteaux. Avant de passer à la suivante, abonnez-vous si vous aimez ce genre de redécouverte du patrimoine automobile français. On continue avec le numéro 4. Numéro 4, Berliet. 1899-1978. Vous souvenez-vous de Berliet ? Nous avons récemment réalisé une vidéo sur le plus gros camion du monde. Il a été construit par Berliet. Cliquez en haut à droite pour voir cet énorme camion. Je me demande bien pourquoi nous avons abandonné cette entreprise. Bref, entre 1899 et 1939, le constructeur lyonnais Berliet règne sans partage sur le segment des utilitaires lourds, sans voiture de tourisme après 1939. L'histoire commence en 1899 à Lyon, quand Marius Berliet, un autodidacte génial, construit sa première voiture dans l'atelier familial. Mais contrairement à André Citroën ou Louis Renault, Berliet ne s'intéresse ni aux voitures de tourisme, ni aux bolides de compétition. Son dada, les camions. Et ça marche. Entre 1910 et 1920, les camions CBA de Berliet motorisent l'armée tricolore sur les champs de bataille. On parle d'environ 25 000 camions produits pour l'effort de guerre, 40 par jour en 1916. Après les guerres mondiales, Berliet délaisse le militaire et jette son dévolu sur les utilitaires civils. Ainsi naissent le GBC 8KT alias la Gazelle.
ou le T100, qui n'est rien d'autre que le plus gros camion d'Europe dans les années 1950. Pas moins de 20 000 personnes travaillent pour Berliet vers la fin des années 60. En 67, premier signe d'orage, Berliet est racheté par le groupe Michelin. Un an plus tard, en 68, Berliet vacille. Les ouvriers entrent en grève pour réclamer des bonus. Le TR300, camion gros porteur annoncé comme la future révolution, fait un flop et la marque souffre de problèmes de fiabilité récurrents. Le gouvernement gèle les prix des camions et des tracteurs et Berliet, déjà très endetté, n'arrive plus à faire face à ses coûts de R&D. Ses ventes s'effondrent et la concurrence des fabricants de camions étrangers, moins réglementés que ceux de la France, achève le constructeur lyonnais. Michelin se débarrasse de Berliet et le vend à Renault en 1974, qu'il intègre à sa gamme Renault véhicules industriels. En 1978, le nom Berliet disparaît définitivement. Renault Trucks depuis 1978, Volvo depuis 2001. Aujourd'hui, il reste la fondation Berliet à Lyon, un musée magnifique qui préserve cette mémoire industrielle française. Berliet n'a pas disparu par manque de talent, mais par manque de stratégie face aux géants européens. Numéro 3, Delahaye, 1898 à 1954. Cette marque a brillé autant dans les concours d'élégance que sur les circuits les plus exigeants, avant de s'éteindre doucement, englouti par la reconstruction d'après-guerre. Et pourtant, quelle histoire! Tout commence à Tours, dans les années 1890, avant que la marque ne devienne officiellement Société des automobiles Delahaye à Paris en 1898. Émile Delahaye, ingénieur formé aux arts et métiers, a la mécanique dans le sang. Il fabrique des moteurs pour bateaux, dépose des brevets, expérimente, jusqu'au jour où il se lance dans ce qui deviendra son obsession, l'automobile à moteur à combustion interne. Sa première voiture, construite à la main dans son atelier du 34 rue du Gazomètre, fait sensation au premier salon de l'automobile en 1894, au sein du salon du cycle. À l'époque, 75 ouvriers travaillent à ses côtés. L'aventure est lancée. Delahaye comprend vite qu'il faut se faire un nom par la course. Et il le fait en personne, volant en main, lors du Paris-Marseille-Paris de 1896. Résultat, la voiture tient le choc, performe et attire tous les regards. Mais l'entreprise de Tours devient trop petite et sa santé décline. Delahaye s'associe alors à deux clients parisiens, Morane et Desmarais, et qui déplace l'usine à Paris en 1898. C'est la naissance officielle de la Société des automobiles Delahaye. La marque impose rapidement sa patte. Dans les années 1910-1920, elle construit tout, camions, canots à moteur, matériel incendie et même une charrue tournesol géante. C'est dans les années 1930 que Delahaye entre dans la légende. 1933. Sous la direction de la famille Morane et de l'ingénieur Amédée Varlet, Delahaye rachète Chéniaud Brasier, s'associe à Delage et vise plus haut, le grand tourisme de prestige. Naît alors le modèle 135, un chef-d'œuvre mécanique de 6 cylindres et 3,6 litres, capable de 160 chevaux en version course. Habillé par les plus grands carrossiers français, Figoni et Fellachy, Chaperon, Le Tourneur et Marchand, le châssis Delahaye devient une œuvre d'art roulante. C'est la voiture des têtes couronnées, des stars et des élégances parisiennes. Sur circuit, c'est une tueuse. Victoire aux 24 heures du Mans, au Rallye Monte-Carlo, au Paris Saint-Raphaël. En 1937, la victoire du pilote René Dreyfus dans l'épreuve du million propulse Delahaye au panthéon des marques françaises. À son apogée, l'usine compte près de 2000 employés et exporte ses modèles jusqu'en Amérique latine. Après 1945, Delahaye tente de survivre grâce à ses utilitaires, ses véhicules incendies et son VLR, véhicule léger de reconnaissance destiné à l'armée française. Mais le marché a changé. Les voitures de luxe françaises Bugatti, Delage, Talbot Lago, Delahaye peinent face à la montée des marques allemandes et américaines Mercedes, Packard, Cadillac. La clientèle fortunée a disparu et la France réclame des voitures populaires, pas des chefs-d'œuvre artisanaux à 100 000 francs l'unité. Delahaye lance pourtant un dernier barreau d'honneur, la 235 en 1951. Belle, raffinée, trop chère et datée, elle a beau battre le record de la traversée du continent africain en 1953, rien n'y fait, les ventes s'effondrent. En 1954, Delahaye fusionne avec Hotchkiss. Un an plus tard, les voitures de tourisme disparaissent définitivement du catalogue. Aujourd'hui, l'emplacement de l'usine parisienne abrite l'École nationale de chimie et de biologie. Mais les Delahaye 135 continuent de briller sur les pelouses de Pebble Beach, où certaines se vendent à plus de 800 000 €.
Preuve qu'une légende française, même disparue, ne meurt jamais vraiment. Numéro 2, Panhard, voiture particulière, fin en 1967. Créé en 1887 par René Panhard et Émile Levasseur, ce duo de visionnaires a littéralement inventé la voiture moderne. Et pourtant, en 1967, après plus de 75 ans d'histoire, la marque cesse de produire des voitures particulières. Tout commence à la fin du 19e siècle. L'automobile n'en est qu'à ses balbutiements. Les véhicules à vapeur ou électriques se disputent la vedette, et Panhard et Levasseur, à Paris, décident de tenter quelque chose d'audacieux. Produire en série des voitures à moteur à essence sous licence Daimler. Dès 1891, les premières Panhard sortent de l'usine de l'avenue d'Ivry. Et le génie de Levasseur se révèle. Moteur à l'avant, propulsion à l'arrière, transmission par boîte de vitesse. Bref, la recette du châssis moderne. En 1895, lors de la fameuse course Paris-Bordeaux-Paris, Levasseur termine premier, en solo, et entre dans la légende. Au début du XXe siècle, Panhard et Levasseur est au sommet. C'est la marque des présidents, des industriels, des riches voyageurs. Elle s'impose comme un constructeur de voitures de prestige, rivalisant avec Hispano-Suiza, Delage ou voisin. En 1910, Panhard adopte le moteur sans soupape selon le brevet Knight. Un système complexe, silencieux et incroyablement souple, qui deviendra sa signature technique pendant plus de 30 ans. En 1929, elle invente également la barre Panhard, un système de suspension. Le brevet date de 1895. Une pièce de suspension toujours utilisée aujourd'hui sur de nombreuses voitures et 4x4. Puis, en 1936, le Panhard dynamique fait sensation. Monocoque, carrosserie autoporteuse, suspension par barre de torsion, vitre panoramique. Une voiture tellement en avance sur son temps qu'elle en déroute la clientèle bourgeoise. Après la guerre, Panhard tente de renaître dans un pays exsangue. Mais la donne a changé. Le luxe ne se vend plus. Il faut des voitures économiques, simples et populaires. Alors Panhard se réinvente avec la Dyna X en 1948. Légère, carrossée en aluminium, équipée d'un petit bicylindre à plat refroidi par air. Légère, vive, économique, une sorte de 2 chevaux premium avant l'heure. Puis viennent la Dyna Z, 1953, la PL17, 1959, et enfin la superbe Panhard 24 en 1963, dernier chant du cygne. À la fin des années 1950, Panhard n'a plus les moyens de ses ambitions. Pique dans les 50s avec Dyna. Ces voitures sont excellentes, mais trop coûteuses à produire. Et la concurrence est féroce car Citroën, Renault, Simca dominent le marché. La marque souffre aussi d'une image floue, pas vraiment populaire, pas vraiment luxueuse. En 1965, Citroën rachète Panhard et récupère le savoir-faire technique, le réseau et les usines. La dernière voiture Panhard sort des chaînes le 20 juillet 1967, la Citroën Panhard 24 BT. Après 1967, la marque se reconvertit dans le secteur militaire, sous le nom Panhard Défense 2001. Elle fabrique des véhicules légers blindés, comme le VBL 1979, avant d'être intégrée à Renault Trucks Defense, puis à Arcus en 2018. Aujourd'hui encore, on peut croiser une Panhard 24 lors d'un rassemblement ou une Dyna Z sur un rallye d'anciennes. Et l'on se demande comment une marque aussi brillante a pu disparaître. La réponse tient peut-être en une phrase. Panhard a eu raison trop tôt. Numéro 1, Amilcar, 1921-1940. On arrive au numéro 1. Et honnêtement, difficile d'imaginer une marque plus audacieuse, plus sportive, plus française qu'Amilcar. Une petite cylindrée qui a osé défier Bugatti sur circuit avant de disparaître emportée par la guerre. Je vous raconte. Tout commence en 1921 à Paris, rue du Chemin Vert. Déménagement à Saint-Denis en 1924, quand Joseph Lamy et Émile Accard fondent leur entreprise. Amilcar. Le nom a un mélange de leurs 2 noms, simple, efficace et promis à la légende. Leur obsession, créer des voitures légères, nerveuses, accessibles, taillées pour la course et le plaisir de conduite pure. Dès 1922, l'Amilcar CC sort des ateliers, présenté fin 1921 au salon. Un petit roadster de 903 cm3, à peine 400 kg, capable de filer à 100 km/h. Un succès instantané auprès des jeunes sportifs et des gentlemen drivers. Sur circuit, Amilcar multiplie les exploits. Record du monde des 24 heures à Montlhéry en 1926. Victoire au Bol d'Or, podium au Grand Prix de France. Dans les années 30, Amilcar tente de monter en gamme avec des modèles plus luxueux comme la G36 ou la Compound à compresseur. Mais le public préfère les petites sportives d'origine.
Et puis vient 1937, Hotchkiss prend le contrôle d'Amilcar via Sofia. La production ralentit, les modèles se banalisent, l'âme sportive s'évapore. En 1940, la guerre éclate, les usines ferment et Amilcar ne rouvrira jamais. Aujourd'hui, une Amilcar restaurée vaut une petite fortune en concours d'élégance, preuve que les légendes françaises ne meurent jamais vraiment. Alors, si vous avez connu une Amilcar dans vos garages, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez aimé ce voyage dans l'histoire de nos marques disparues, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. N'oubliez pas de me dire si d'autres marques oubliées vous viennent en tête. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte dans le garage français.